Merci tout le monde d'être là. Donc, je vais essayer de vulgariser ce que je fais depuis à peu près 3 ans au GRIS. Donc, ça va être une présentation un peu haut niveau. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails d'implémentation ou d'algorithme. Ça va être vraiment, pour une première présentation, ça va être je vais présenter les grands principes de la méthode de modélisation de bases de données qu'on utilise au GRIS. Donc, je vais débuter. Donc, le plan de cette séance, je vais faire une petite introduction. Donc, je vais consacrer du temps à vous présenter le contexte dans lequel on travaille au GRIS et pourquoi on a besoin d'une nouvelle méthode de modélisation de base de données. Je vais après vous présenter les problématiques d'intégration de données, ce qui nous intéresse principalement dans cette présentation. Puis, je vais vous présenter la méthode qu'on adopte pour modéliser les bases de données, puis une petite conclusion. Donc, pour commencer, une petite introduction. Au GRIS, comme beaucoup de groupes de recherche en informatique de la santé, travaillent sur ce qu'on appelle la construction des systèmes de santé apprenants. C'est des systèmes d'information pour les informaticiens. Pour être plus simple, c'est des systèmes qui consistent principalement à créer ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, un flux de données en boucle, qui consiste principalement à trouver des méthodes qui vont permettre d'aller récupérer des données de santé de leur lieu de création, donc dans les établissements de santé principalement, pour pouvoir trouver une façon de les fournir à des cliniciens-chercheurs pour pouvoir faire différents types d'études cliniques ou de tout type de recherche concernant ces données-là, pour permettre de générer ce qu'on appelle des connaissances de ces données-là. Ces connaissances vont permettre principalement à ce qu'on appelle de faire de l'aide à la décision. Donc, ces connaissances-là, ils vont être retransmis aux activités de soins quotidiens. Donc, les chercheurs ou les cliniciens qui travaillent tous les jours vont avoir accès à ces nouvelles connaissances tirées de ces données-là pour les aider à prendre de meilleures décisions pour, par exemple, soigner plus rapidement un patient ou découvrir des diagnostics d'une façon plus efficace. Au lieu que ça prend 2 ans, donc avec ce système-là et cette boucle de rétroaction, on essaie de réduire les délais d'échange entre les données pratiques et les données en recherche. Donc, c'est l'idée principale d'un système de santé apprenant. Donc, pour créer ce système, il y a vraiment beaucoup de défis en informatique, dont la modélisation de données que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il y a d'autres défis aussi de créer les algorithmes pour générer ces connaissances, traiter les données d'une façon distribuée, s'assurer de la sécurité des données, la confidentialité, le consentement de l'utilisation de données de santé, etc. Donc il y a plein d'enjeux dans ce type de système. Donc, ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, principalement, c'est comment obtenir ces données-là. Les données de santé sont fragmentées. On appelle la problématique s'appelle ici fragmentation des données de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les données de santé, vos données, sont partout. En fait, presque partout. Il y a des données qui vont apparaître dans les hôpitaux, chez votre médecin de famille, dans les laboratoires où vous faites vos prélèvements de sang, ou tout type de laboratoire, des radiologies, ou même ça peut aller jusqu'à votre maison, votre cellulaire. Donc, il y a vraiment des données presque partout. Donc, notre problématique ici, c'est d'essayer de trouver une façon d'unifier ces données-là, ou de présenter ce qu'on appelle une vue unifiée des données pour les chercheurs, pour qu'ils puissent faire leur étude ou leur recherche. Donc, cette vue unifiée, actuellement, on ne sait pas les grands défis ou les besoins, c'est comment créer cette vue, pour pouvoir exploiter cette vue et créer ce qu'on appelle principalement les trajectoires de soins ou certaines trajectoires de maladies d'un patient. Oui, d'autres, c'est des petits exemples qu'on peut aller utiliser pour en fait, utiliser la vue unifiée. Donc, l'idée, c'est de trouver une façon de créer la méthode appropriée pour créer cette vue.
Euh, pour arriver à ça, on a plusieurs besoins, plusieurs défis. Ici, je vous propose une classification de ces défis-là en 4 axes de recherche ou 4 axes de besoins ou de défis. Donc, on a principalement l'axe qu'on appelle interopérabilité, qui s'intéresse principalement aux sources de données que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'interopérabilité? L'idée, c'est de pouvoir faire communiquer ces sources entre elles et les comprendre. Donc, on va s'intéresser principalement à 4 types d'interopérabilité. On a l'interopérabilité syntaxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sources qu'on a, ils vont être en différents formats. On peut avoir du texte, des fichiers Excel, on peut avoir du XML, du son, des images. Donc, on a plein de formats de données. Donc, il faut trouver une façon d'intégrer tous ces formats-là d'une façon unifiée. L'autre aspect, on a tout l'aspect de l'interopérabilité sémantique. Ça veut dire que essayer de comprendre d'une façon unique et d'une façon compréhensible les données. Donc, par exemple, ce qu'on trouve très fréquemment dans les bases de données, on a des colonnes, puis on a par exemple une colonne qui s'appelle poids. Puis là, vous avez normalement des entiers dedans, si tout va bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cet entier qui est dedans? Est-ce que vous avez 50, 2, 3, 4? Est-ce que c'est 50 kilos? C'est 3 kilos? Est-ce que c'est 2 grammes? Est-ce que ce poids-là est pris à la naissance? Est-ce que ce poids-là réfère à un épisode de soins particulière? Donc, il y a plein de significations qui est rattachée à cet entier et à la colonne. Donc, c'est un exemple simple. Là. Il y a des exemples plus complexes de sémantique à traiter. On a aussi tout l'aspect technologique. Même en base de données, ceux qui ont pris le cours et connaissent un peu SQL, on a plein de SGBD, Oracle, Postgres, DB2, eux, ils ne communiquent pas ensemble, même si c'est basé sur SQL, c'est compliqué d'essayer d'intégrer des données qui proviennent de SGBD différents. Là, ça se complexifie beaucoup plus parce qu'on a des données qui ne sont pas que relationnelles. On va avoir des données textuelles, on va avoir des données en format de graphe, il va y avoir des signaux, on va avoir plein de types de technologies aussi qui stockent ces données-là. Puis la dernière partie qui est un peu plus, en fait, qui est plus un peu politique et qui va permettre de suivre tout ce qu'on appelle la gouvernance, donc l'éthique, le consentement, les droits d'utilisation de ces données. Puis ça touche un peu l'aspect sécurité, de comment on a le droit de réutiliser ces informations. Donc ça, c'est différent d'un pays à un autre, d'une institution à une autre. Donc, bref. Ça, c'est cet aspect-là qui est beaucoup utilisé. En fait, on a beaucoup de défis de ce côté-là. On a le deuxième axe qui est l'axe d'intégration qui va nous intéresser. Donc, une fois que tout le monde s'entend sur c'est quoi l'interopérabilité, comment on va gérer les sources, et comment on va l'intégrer. Donc, ça consiste à trouver des processus, des méthodes, des techniques de mise en œuvre de l'intégration avec tout l'aspect de maintenance de cette intégration. Donc, s'il y a une source qui disparaît ou une source qui s'ajoute, comment l'intégrer dans le processus. Et ça aussi, ça s'intéresse sur l'aspect de qualité. Donc, il faut s'assurer que les données qu'on récupère, on intègre en une qualité suffisamment acceptable pour que les chercheurs puissent les utiliser. On a ensuite l'aspect de historicisation, c'est l'autre aspect sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est de pouvoir garder la trace de l'évolution des données. Parce qu'une fois qu'on a intégré, ce n'est pas un processus qui se fait une seule fois. Ça doit se faire en continu et ça va induire des évolutions des données. Il faut s'assurer que cette évolution est gardée d'une façon cohérente dans le temps. Après, il va y avoir l'aspect exploitation. Donc, une fois qu'on a parcouru toutes ces difficultés, là, il faut comment les chercheurs vont utiliser, exploiter cette vue unifiée, les données unifiées. Donc ça, c'est un autre aspect aussi qui a beaucoup de défis de ce côté-là. On travaille avec plusieurs chercheurs pour
Donc, la partie exploitation, créer des algorithmes qui vont utiliser ces données qui sont souvent réparties partout. Puis, il y a plein d'autres défis de ce genre. Donc, voilà un peu le contexte. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment comment intégrer ces données-là. Quand j'étais en France, il y a des amis français qui m'ont expliqué comment faire la ratatouille à la française, donc une vraie ratatouille. Même en France, il y a plusieurs recettes de ratatouille. Ça m'a donné une idée que j'ai en fait la même problématique en informatique. Donc je vais vous expliquer un peu l'idée ou comment on fait une ratatouille selon une recette traditionnelle du sud de la France. La personne ne voulait pas donner une ville précise. Donc, l'idée, c'est que dans la ratatouille, on a plusieurs légumes. Okay. L'idée, c'est que avec ces légumes, il faut les cuire indépendamment, séparément. Il ne faut jamais les mélanger. Donc, on les cuit chacun séparément. Donc, on va utiliser nécessairement plusieurs casseroles, mais on n'a pas le droit de mélanger. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que ces légumes-là, on va devoir ajouter des épices qui ne sont pas nécessairement identiques. On va les couper d'une certaine façon. Il faut utiliser d'autres ustensiles. Il ne faut pas couper la tomate avec le même couteau que l'ail. Ce n'est pas une bonne idée. Ça peut changer le goût. Donc, on a plein de défis de ce genre-là dans la recette de ratatouille. On va s'assurer qu'on a tous les légumes avec tous les ustensiles. Une fois qu'on a préparé ces légumes séparément, là, il faut trouver la bonne casserole ou la bonne plat pour intégrer tout ça ensemble. On va espérer qu'on a mis les mêmes épices, parce que les épices qui sont compatibles, sinon c'est trop salé, c'est trop pimenté. Donc, on a plein. Il faut s'assurer que les gens qu'on va inviter pour manger la ratatouille n'ont pas certaines allergies, donc c'est compliqué. Puis, apparemment, on utilise beaucoup la ratatouille pour faire d'autres plats. Donc ici, on peut faire de la quiche, des gâteaux, la ratatouille gratinée. Donc ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'on a la même complexité dans les recettes de ratatouille en informatique. C'est exactement la même chose. Donc on a plusieurs bases de données qui présentent différentes données. Puis ces données-là, on effectue différents traitements dessus. Puis parfois, la complexité ici, on n'a pas toujours accès au processus de données. Donc, on ne sait pas les transformations qui sont faites, ni la qualité des données avant que ça arrive à l'entrepôt ou à la vue unifiée, si vous voulez. Donc là, il va y avoir plusieurs traitements qui vont être différents. Puis une fois que les données sont dans l'entrepôt, ces données-là vont être pour être réutilisées dans différentes BD ou applications pour faire des recherches ou essayer de générer des connaissances à partir des données unifiées ici. Donc la transition, la transformation de ces données-là jusqu'à l'entrepôt et jusqu'à la source où ils vont faire l'analyse, il y a un chemin très critique parce qu'il faut s'assurer que les données ne sont pas altérées, la qualité est correcte, la sémantique n'est pas changée parce qu'on ne peut pas changer la sémantique, puis s'assurer aussi que les données qui, par exemple, reflètent un même patient sont dans la même vue du patient. Donc, je ne peux pas unir les tests sanguins de quelqu'un d'autre avec je ne sais pas, la date de naissance de quelqu'un, de son fils ou du père ou de la mère. Donc, il faut s'assurer que c'est le même patient quand on intègre les données. Donc, c'est une difficulté d'identification des données qui est très importante quand on va faire une intégration. C'est un des défis importants. Donc, aussi, je répète encore, les données sont partout, puis sont générées par plusieurs personnes, plusieurs équipements. Donc, on a des données qui proviennent du génome des cellules, on va avoir des données des smartphones, on va avoir des données maintenant des montres intelligentes, le rythme cardiaque, ça sert beaucoup pour monitorer certaines personnes qui ont des problèmes cardiaques, puis on va avoir tous les équipements dans les maisons intelligentes, puis etc. Donc on récupère toutes ces données, puis on essaye de faire des analyses dessus
Donc, c'est pas très évident d'avoir toujours accès à toutes ces données-là. Donc, la problématique générale qui sont utilisées actuellement pour construire ce qu'on appelle un entrepôt de données, ici que ce soit un entrepôt physique, donc on ramène vraiment physiquement les données dans un serveur commun ou dans une base de données commune, que ce soit un entrepôt virtuel, ça veut dire que les données restent où elles sont, mais quand quelqu'un fait une requête, donc il va avoir une génération virtuelle de l'unification. Puis dans les deux cas, c'est encore compliqué de créer ce genre d'entrepôt parce que les règles de pratique vont varier beaucoup d'une source à une autre. Puis ces méthodes-là sont vraiment reliées au processus de génération de ces données-là. Donc, on va s'assurer pour savoir comment les données sont générées pour pouvoir les intégrer, sinon on ne peut pas. On a aussi tout l'aspect historicisation des données. Quand les données évoluent, on n'a aucune idée du processus d'évolution, on n'a aucune idée de comment récupérer l'historique des données. Actuellement, une grande majorité de cette intégration se fait à la main. Donc, quand on dit que c'est fait à la main, donc il y a un développeur ou plusieurs qui font des scripts, des choses comme ça pour essayer d'intégrer ça à la main, puis ça cause beaucoup de problèmes parce que chacun peut créer des scripts différents, puis arriver à des résultats, à introduire des résultats sémantiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec d'autres systèmes. On a tout l'aspect évolutivité de ces méthodes-là qui est pas facile, mais je pense une grande partie à cause de la faible automatisation, puis à la traçabilité du processus. Toutes les transformations des données depuis la source jusqu'à l'entrepôt doivent être traçables. On a besoin de savoir comment les données étaient transformées, comment on les a modifiées, comment on les a intégrées et tout. Donc ça, c'est aussi très compliqué parce que c'est encore une fois non automatisé et il n'y a pas des règles de pratique assez formelles pour savoir ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est de respecter, pour arriver à une intégration correcte, on a mis en place ce qu'on appelle des exigences très haut niveau qui vont permettre de nous guider pour définir notre prochaine méthode. Entre autres, on a des exigences au niveau de l'interopérabilité, ce qui va nous aider à atteindre l'interopérabilité à tous les niveaux, c'est de formaliser ce qu'on fait. Donc en gros, c'est essayer de trouver une façon de formaliser la sémantique des données qu'on va intégrer et le modèle qui va recevoir ces données-là. On a aussi l'aspect de structure. On va essayer de trouver une structure qui va s'adapter à plusieurs types de données. C'est la communication entre différentes structures. Ça peut causer des problèmes d'interopérabilité syntaxique qu'on n'aimerait pas toujours gérer au cas par cas. On a aussi la formalisation de l'historicisation. C'est très important d'avoir une méthode unique pour tracer l'évolution des données. L'autre aspect, c'est tout ce qui est relié à l'intégrité des données. C'est important de fournir aux chercheurs ou à la personne qui veut faire exploiter ces données, des données intègres et fiables. On ne va pas leur donner « Ah, voici ce que j'ai trouvé, débrouillez-vous, faites les ménages pour que votre algorithme fonctionne ». On veut que déjà, par défaut, le fournir un certain degré d'intégrité convenable pour pouvoir faciliter le travail et que les chercheurs se concentrent sur ces algorithmes et non pas sur le ménage des données, qui actuellement prend beaucoup de temps pour les chercheurs. Donc, pour garantir l'intégrité, on a besoin de méthodes qui vont être automatisables. Donc, la vérification et la validation des données recueillies est automatisable. Puis que ces données-là sont stockées dans des systèmes, un système fiable ou plusieurs. L'autre chose, il faut que notre modèle permette l'analyse distribuée, parce que surtout en santé, il y a certaines restrictions de déplacement de données. On ne peut pas partager des données entre pays, en province, entre établissements. Parfois, c'est vraiment impossible. Donc, il faut que les algorithmes ou les calculs soient effectués directement à la source et les résultats intégrés dans la vue unifiée pour pouvoir qu'ils soient
réutilisés. Puis tout ça, il faut s'assurer de garantir encore une fois la sémantique des données analysées ou obtenues. Puis finalement, on aimerait pouvoir garantir ce qu'on appelle l'accessibilité et réutilisabilité. On ne veut pas à chaque fois, chaque établissement qui va intégrer ces données, recréer une nouvelle méthode. On va utiliser les mêmes outils, les mêmes algorithmes, les mêmes façons de construire le modèle de données. Donc on va plutôt essayer de fournir des méthodes automatisables qui vont être mises en œuvre dans plusieurs contextes, que ce soit vraiment un anthropo physique ou virtuel, et surtout utiliser des technologies accessibles, donc dont essayer de fournir des outils open source pour qu'une grande partie des gens puissent l'utiliser. Donc, ce qui m'amène à la méthode qu'on a mis en place. Traditionnellement, quand on fait un nouveau modèle de base de données, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on crée des bases de données. On se base sur l'architecture qu'on appelle trischématique. Donc, qui consiste à, c'est une conception, une architecture à 3 couches. On va avoir là, on fait d'abord ce qu'on appelle un schéma conceptuel qui, lui, va être traduit en schéma logique, et puis le schéma logique va être traduit en schéma physique. Donc ici, ce qu'on nous intéresse, c'est le schéma conceptuel et logique. Donc traditionnellement, ou dans les bases de données qui sont vraiment contextuelles pour une application bien précise, il suffit d'utiliser le modèle entité-association que vous connaissiez, si vous avez suivi les cours de base de données. Donc c'est un modèle qui est très simple, qui est basé sur, normalement, sur des concepts très visuels qui vont permettre à un analyste métier de créer ce qu'on appelle des entités, des associations pour représenter les objets du monde réel qu'il veut manipuler dans son application de tous les jours. Une fois qu'on a ce modèle conceptuel en utilisant entité-association, ce schéma va être traduit en ce qu'on appelle un schéma logique. Ici, on va utiliser le schéma relationnel. On peut utiliser aussi le schéma orienté objet ou le schéma en type document avec MongoDB et du NoSQL. Souvent, là, je ne veux pas discuter de la différence entre SQL et NoSQL, mais il y a toujours une partie de conception, réfléchir comment je vais organiser mes données. Une fois que j'ai mon schéma logique, il va être codé dans une syntaxe que GVD comprend pour que puisse lui-même gérer la création du schéma physique. Donc on s'est inspiré de ça pour créer une méthode plus complexe. Là, pour un petit rappel, un modèle entité-association, c'est un modèle super simple. Ça consiste à créer des entités, des associations et des attributs. Puis en plus de ça, on a un concept qu'on appelle des cardinalités de participation qui nous permettent de dire la participation des entités dans les associations. Donc les associations permettent de relier une ou deux ou plusieurs entités. Puis les attributs permettent d'écrire des propriétés des entités. Puis on a différents types d'attributs. Les attributs peuvent être clés, multivalués, composés, tout calculé. Donc ce modèle-là était très facile à apprendre, c'est pour cela qu'il est très populaire. Puis on n'est pas obligé d'être informaticien pour l'utiliser. Okay. Par contre, il est informel. Donc ça consiste à faire des dessins, puis discuter, puis s'assurer qu'on a tous les objets qui sont nécessaires pour une application donnée. Donc c'est orienté vers une application. Donc il faut connaître qu'est-ce qu'on veut, comment on veut utiliser les données pour les modéliser. C'est très graphique, donc ça permet, c'est visuel. Puis il est peu expressif, il y a des contraintes qu'on ne peut pas exprimer dans ce modèle-là. Donc par exemple, si je veux définir une contrainte en 2 attributs, ça va nous prendre ce que j'appelle un document de conception, puis il faut l'écrire en français, pour construire ou coder le schéma logique, il faut aller s'assurer que la documentation du schéma est correcte. La contrainte, on ne peut pas directement la modéliser dans le schéma.
Par exemple, pour le poids, un exemple que je dis souvent, c'est simple. Si je veux garantir que le poids, c'est un entier, puis qu'il est, je sais pas, entre 1 kg et 20 kg, pour certains intervalles d'âge, bah là, je ne peux pas le présenter avec ça. Je dois l'écrire à côté. Attention, cet attribut, il faut lui ajouter une contrainte, blablabla. Donc c'est compliqué à vérifier, c'est compliqué à s'assurer que toutes les contraintes sont là, que les contraintes ne sont pas contradictoires. Donc il y a beaucoup de faiblesses dans surtout quand on fait de grosses intégrations de données. Donc voici un exemple. Donc ça peut être super simple, l'entité association, puis ça correspond à vraiment un besoin particulier, puis ça peut être aussi compliqué. Puis ça, c'est deux exemples assez faciles. Parfois, ça rentre vraiment pas dans le diagramme. Ne peut pas être dessiné dans une seule. Il faut essayer de trouver une façon de le composer. Donc c'est quand même compliqué à gérer, à faire évoluer surtout. C'est pour cela on a passé à ce qu'on appelle des modèles ontologiques. Donc c'est quoi un modèle ontologique? C'est une technique de modélisation de connaissances qui consiste à conceptualiser d'une façon formelle les objets de la réalité qu'on veut manipuler. Donc définir c'est quoi un patient, c'est quoi un poids, c'est quoi une épisode de soins, donc c'est quoi un véhicule, c'est quoi. Donc ça nous permet d'une façon formelle, en utilisant ce qu'on appelle la logique descriptive, de définir les objets. Donc c'est formel, donc ça peut, quand je dis que c'est formel, donc elle peut être vérifiable avec des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de raisonnement qui permettent de valider la logique des contraintes, des actions, pour s'assurer que ça correspond au moins à un modèle valide. Les ontologies sont textuelles et graphiques, donc je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. Donc on peut l'écrire, une ontologie, en utilisant un syntaxe particulière, puis on génère le graphique pour visualiser plus facilement. On a aussi un modèle ontologique qui est beaucoup plus expressif. On peut définir beaucoup de types de contraintes qu'on ne peut pas définir en entité association. Donc, dans la contrainte de poids, par exemple, avec la relation avec l'âge. Notre grand avantage, les ontologies sont réutilisables et partageables. Là, je vais vous montrer un exemple. Et vous avez plein d'ontologies qui existent sur le web. Donc, les ontologies vont être indexées par ce qu'on appelle un IRI. C'est un type d'URL que vous pouvez trouver sur Internet ou GitHub. Vous pouvez juste télécharger le modèle et commencer à jouer avec, puis importer des données juste en utilisant cette ontologie-là. Donc, on peut le partager, on peut le déposer sur un dépôt public, partager des connaissances avec ça, puis corriger et faire évoluer le modèle. Il est auto-documenté. Toutes les entités qu'on peut définir dans ces ontologies, on peut utiliser ce qu'on appelle des annotations. C'est un des concepts composants d'une ontologie qui permettent de documenter les objets qu'on définit en plusieurs langues. Ça, c'est un des avantages intéressants. Par contre, c'est difficile à apprendre. On doit avoir des connaissances quand même en logique pour pouvoir définir des ontologies. C'est pas juste relier des objets avec des entités et créer des attributs. C'est un peu plus complexe, mais on retrouve les composantes traditionnelles. Donc on a des types de données, donc des entiers, des chaînes de caractères, des booléens, qui vont nous permettre de stocker des données. On a ce qu'on appelle des classes. C'est le concept qui va nous permettre de définir une entité dans la réalité. On a les individus qui s'y instancient des classes. On a ce qu'on appelle des propriétés, qui vont être des propriétés sur les classes, qui vont s'appliquer sur des classes et des individus. On va avoir des axiomes. Ces axiomes, c'est les règles qui vont nous permettre de relier les différentes entités entre elles, les différentes classes, les cardinalités et les annotations. Donc,
Voici une petite notation graphique. Donc, on a plusieurs types de propriétés. On a des propriétés de type objet, des propriétés de type données. Donc, c'est un peu différent. On peut aussi ce qu'on appelle faire de l'héritage, définir des axiomes d'héritage entre les propriétés. On peut définir des axiomes d'héritage entre les classes, puis on va avoir différents types d'axiomes. Donc on va utiliser des propriétés pour relier différentes classes entre elles ou une classe à une donnée précise, avec l'option de mettre des cardinalités. Donc un petit exemple ici, voici un exemple, une ontologie qui est utilisée en milieu médical. C'est une ontologie qui permet de décrire des prescriptions de médicaments. Donc voici un petit exemple, c'est un extrait super petit. Là. Donc une ontologie, vous allez voir ici, il y a en format d'arbre, ça représente toutes les classes que j'ai définies dans mon ontologie. Puis quand on voit une sous-classe, on voit d'une façon visuelle, on voit qu'on a différentes sous-classes d'une classe mère. Après avoir défini les classes et leur hiérarchie, on a ce qu'on appelle la définition des axiomes. Donc ici, voici un exemple avec une classe où il y a 3 axiomes. Donc on a par exemple le nom du produit du médicament. Donc ce nom du produit du médicament, il va être relié à ce qu'on appelle une étiquette propriétaire du médicament. Il est relié à en fait, le nom du produit est relié à l'étiquette grâce à la propriété hasPart. C'est comme partie une ou plusieurs étiquettes. C'est une façon de dire que quand on a un produit, un nom de médicament, donc il faut toujours avoir une ou plusieurs étiquettes propriétaires. Donc ça, c'est un exemple. Ici, l'idée, ça décrit vraiment ce que le produit doit être. Le nom du produit doit être. Okay. Après, on va avoir des axiomes qui vont décrire que, par exemple ici, le nom du produit, du médicament, ça désigne, en fait, ça représente un ou plusieurs produits de médicaments. Puis cette entité-là, c'est une entité textuelle. Donc moi, je m'attends à avoir vraiment une chaîne de caractères qui va représenter cette classe-là. Les actions peuvent être super simples, donc une propriété de classe, mais peuvent être trop complexes. Donc une relation entre différentes classes. Ça peut être vraiment des relations imbriquées. C'est un exemple, par exemple, me donner quand j'ai un patient, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vraiment, l'action est vraiment beaucoup plus compliquée. L'idée de ces actions, ça va nous permettre de valider que la sémantique des données qui sont rattachées sont exactes. Donc, pour construire une ontologie, on a un IDE qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle Protégé. Donc, voici un exemple ici. Vous voyez en haut le HTTP, c'est le lien pour accéder à l'ontologie. Donc, si vous avez un protégé, vous utilisez ce lien pour importer l'ontologie, vous l'avez directement sur votre poste, vous pouvez commencer à naviguer dedans. Donc, ici, pour donner un exemple, c'est quoi une prescription de médicaments? Vous voyez la section annotation, ça définit l'étiquette en français et en anglais. Ça donne une définition du produit, puis ça donne des exemples d'utilisation. Après, il y a plusieurs types d'annotations qui peuvent venir, qui peuvent être définis un peu plus ici. Donc là. Ensuite de ça, je décris toutes les actions formelles ou sémantiques de qu'est-ce que ça signifie prescription de médicaments. Okay. Puis ça, j'ai d'autres aussi outils qui vont permettre de faire le lien entre les actions de la superclasse auquel on est associé. Donc ça, c'est l'IDE qu'on utilise pour construire les ontologies, mais ça donne, une fois que construite, on peut l'extraire sous forme d'un fichier syntaxique, donc c'est un langage de programmation. Ici, on a créé un langage de programmation pour les ontologies un peu plus simple que ce qu'on trouve, on l'a appelé Monto, micro-Monto. Ça permet de voir de façon textuelle comment on définit une ontologie. Il y a plusieurs syntaxes pour créer des ontologies en passant. Donc ici, par exemple, CL, c'est pour déclarer une classe. Je lui donne un numéro. Puis ici, je vais dire, je vais déclarer
deux étiquettes pour cette classe-là. Ici, il y a une erreur, c'est FR. Donc, je dis, je veux créer une étiquette en anglais, puis une étiquette en français, donc ça doit être FR. Puis, voici les actions pour ordre prescription, voici les actions pour prescription prescriber identification. Donc, un exemple ici, je vais relier une classe à une donnée, donc j'utilise une propriété de données, on appelle, qui s'appelle hasValue ici, qui va nous dire que une identification d'un prescripteur, c'est une chaîne de caractères. Okay, puis ça peut aller aussi à définir beaucoup plus d'actions que ça. C'est juste un petit exemple. Une vue graphique, donc une fois qu'on a la syntaxe, on peut créer ce qu'on appelle des graphes ontologiques. Donc voici un exemple. Ici, encore dans notre exemple de la prescription de santé, donc on voit la description graphique. Donc ça donne les nœuds qui représentent souvent nos classes et nos types de données. Puis les liens entre ces nœuds-là qui vont être annotés par la propriété et la cardinalité respective. Okay. Puis il y a plusieurs types de liens. On va avoir des liens d'héritage et des liens de propriété. Donc on peut avoir notre schéma graphiquement comme ça. Une fois qu'on a le modèle, ben là il faut associer des données. Hein. Donc voici un exemple, si on a dans notre ontologie de prescription de médicaments, donc on a Dr Bob le 4 novembre 2019, il a prescrit l'aspirine, 100 mg, et puis des spécifications que je ne connais pas beaucoup, mais là l'idée ici c'est de pouvoir classifier ces données-là dans les bonnes catégories de concepts. En classifiant les données, donc par exemple ici, quand on voit aspirine, on appelle ça un nom d'ingrédient actif. Donc si on peut remonter facilement la hiérarchie des informations pour comprendre la sémantique de chacune des données qu'on a obtenues à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on ne peut pas faire normalement dans l'entité association. Donc, par exemple, si je fais une requête, je peux obtenir la spécification de plan de posologie de toutes mes prescriptions. L'algorithme pourra naviguer toutes les classes ou toutes les hiérarchies d'informations pour récupérer la donnée qui m'intéresse. Donc ici, ça va regrouper le 100 mg, le PO, c'est voie orale, donc c'est par la bouche. Puis là, il faut que je prends une fois la dose. Puis ici, je dois prendre, selon la condition d'administration, 30 jours, depuis le 2019 11/04, 30 jours. Donc, je récupère toutes ces informations, puis j'obtiens ma spécification de plan de posologie. OK. Donc, pour ce faire, on a les ontologies, vous avez vu là, c'est immense. Ici, par exemple, dans Pedro, on a à peu près 255 classes, donc c'est impossible de faire ça à la main. L'idée, c'était d'utiliser les ontologies comme modèle conceptuel. Si on revient à notre architecture très schématique, donc on utilise les ontologies qui peuvent être développées par nous ou pour quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre. Donc j'ai des données de prescription de médicaments, j'ai besoin de les définir. D'accord ? J'utilise mon modèle ontologique que je choisis. Puis là, mon modèle ontologique va être traduit automatiquement en ce qu'on appelle un modèle ontologique relationnel pour pouvoir le stocker dans une base de données relationnelle. Okay. Bon, donc mes travaux que j'ai effectués, c'est de pouvoir créer les processus de traduction de cette ontologie en modèle relationnel pour pouvoir stocker des données. Donc pour ce faire, on a créé un logiciel qui va pouvoir prendre en entrée des ontologies ou une ontologie avec une configuration. Donc, quelles sont les entités qui m'intéressent, où trouver l'ontologie, dans quel BD je veux déposer mon schéma. Donc, une fois que j'analyse mon ontologie, je crée toutes mes relations qui m'intéressent. Donc, je crée mon schéma relationnel automatiquement.
Je vais aussi avertir l'utilisateur s'il y a des concepts qui n'ont pas été compris ou l'inférence ne fonctionnait pas. Puis on va créer un dictionnaire de données qui va documenter mon schéma relationnel. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on crée notre schéma en petite association. On décrit un document textuel à part pour décrire la définition des entités, mais là c'est automatiquement généré grâce aux annotations que je vous ai montrées tantôt. Puis après, on construit une nouvelle ontologie qui va nous permettre de faire le suivi de toutes les entrées, en fait, de toute l'évolution de la base de données qu'il va y avoir. Donc, le processus est rendu beaucoup plus automatisable. Puis on peut utiliser les ontologies dans plusieurs contextes. Puis, donc, voici un exemple super simple. En ayant une ontologie, je peux générer ce schéma relationnel. Donc, ici, par exemple, pour mon nom de médicament, je vais créer une table qui va stocker tous les ID des noms de médicaments. Pour stocker la valeur de mon ID de nom du médicament, je vais avoir une table aussi qui va être liée avec un foreign key, une clé étrangère qui va stocker toutes les valeurs possibles de mon nom de médicament. C'est une façon aussi de distinguer la clé, l'identifiant du nom avec la valeur, parce que cette valeur peut évoluer dans le temps, sans nécessairement que l'identifiant évolue. Là, ici, on ne voit pas vraiment l'aspect temporalisation. Ça peut faire une autre présentation pour ça. Donc, on arrive à créer automatiquement tous les tables nécessaires pour stocker nos données correspondant aux ontologies. Donc, voilà. Pour résumer un peu, donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'automatiser la construction de schémas de données, donc prendre tous les modèles conceptuels ou des modèles de connaissances existants et de construire des modèles. L'automatisation va permettre de beaucoup réduire l'erreur de transformation et surtout faire la traçabilité des étapes, de comment on est rendu de cette classe aux données. Donc on arrive à construire le chemin et l'autre chose, c'est permettre de vérifier vraiment la consistance des contraintes et des actions produites au fur et à mesure des classes. Cette automatisation, grâce à l'aspect formel des ontologies, va permettre de garantir une intégrité plus forte parce que même les contraintes sont automatiquement générées. Donc il y a beaucoup moins d'erreurs d'oublier ou de changer la sémantique des contraintes. Ça dépend toujours de l'ontologie de départ. On peut vérifier et valider automatiquement les concepts qu'on a générés. Puis, comme j'ai dit au début, c'est très facile à partager des ontologies. Et c'est normalement les schémas de données qu'on va obtenir, il va être documenté. Puis, l'autre aspect qui est très important dans notre contexte, c'est que les ontologies sont indépendantes des applications. Donc, normalement, les modèles ontologiques, dans l'esprit de construction des ontologies, ils ne dépendent pas d'une application particulière. Donc, ils vont permettre d'être utilisés dans plusieurs cas d'utilisation, pas juste dans une application précise, ce qui est un grand avantage par rapport à l'entité association, qui est normalement construit pour une seule utilisation dans un seul contexte. Puis des fois, il est difficilement modifiable et adaptable si on veut connecter d'autres applications dessus. Donc, voilà pour ma petite présentation d'aujourd'hui. Donc, tout ce travail est effectué au GRIS. Puis vous pouvez, si vous voulez avoir plus d'informations sur les projets de recherche ou ce qu'on fait au GRIS, vous pouvez me contacter ou visiter le site web du GRIS pour apprendre de plus sur les projets qu'on fait dans le système de la santé, informatique de la santé. Merci. Merci beaucoup, Christina. La présentation était très intéressante et puis facile à suivre. Merci. Très bien. Est-ce qu'on aurait des questions, s'il vous plaît, pour Christina? Vous pouvez activer votre micro et votre vidéo si vous avez des questions. Sinon, je commencerai en attendant que d'autres questions arrivent. Alors,
Donc, si j'ai bien compris, donc, Mhm. la proposition, là, ce que tu apportes, là, c'est quelque chose pour remplacer au niveau du schéma conceptuel les modèles entité-association par des modèles ontologiques. Oui, Okay. Puis ensuite, tu as le ontorel alpha qui permet de passer de ces modèles ontologiques là, vers des schémas ontologiques relationnels. oui. Les schémas ontologiques relationnels, est-ce que ça a la même puissance de représentation que les schémas relationnels qui existaient précédemment? Oui, tout à fait. Actuellement, en fait, on génère directement un schéma relationnel qu'il est annoté grâce aux ontologies. Donc, il va avoir un dictionnaire de données beaucoup plus riche, en fait, concernant ce qu'on appelle langage courant métadonnées du schéma relationnel. Mais en fait, actuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser directement le schéma relationnel avec les technologies existantes. C'était un des objectifs. On ne veut pas inventer des nouveaux SGBD parce que là, c'est une grosse machine. Ce n'est pas notre objectif de construire des nouveaux SGBD, mais c'est en utilisant un modèle, on enrichit l'utilisation du modèle relationnel. C'était ça l'objectif. Donc, tout simplement, ça donne une structure relationnelle qui va être beaucoup plus alignée au modèle ontologique que si on construit une entité association à la main. Bon, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon j'en ai une de plus. Ma deuxième question, donc tu nous as parlé au début là, de tout ce qui était défi. Tu nous as notamment parlé de l'intégration, qui est reliée à l'interopérabilité aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce qui concerne l'intégration de modèles ontologiques? Est-ce que ça, c'est facile, ça? C'est une bonne question. C'est un gros défi encore actuellement, mais ce qui est d'intégrer des ontologies ensemble, c'est beaucoup plus simple grâce à la formalisation. Parce qu'on arrive grâce aux actions qui sont définies pour les ontologies, on arrive à potentiellement créer des algorithmes ou ce qu'on appelle des raisonneurs qui vont pouvoir regrouper plus facilement des concepts ensemble que si c'était en entité association. En utilisant bien sûr tous les concepts d'héritage, le concept de lien entre les propriétés. Donc, il y a des groupes de recherche qui travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent souvent l'alignement ontologique. Donc, supposons qu'on a deux ontologies de prescription de médicaments. Est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce qu'on peut les utiliser? Quel modèle utiliser pour pouvoir représenter une plus grande variété de médicaments? Il y a des outils qui permettent de fusionner des ontologies et de proposer ce qu'on appelle une ontologie unifiée. Et à partir de ça, on peut construire ce qu'on appelle un modèle de données que, selon moi, il va être déjà qui va permettre l'intégration parce qu'on a déjà fait le travail au niveau conceptuel de s'assurer que toutes les composantes sont correctement alignées, si je peux dire ça. D'accord. Merci, Christian. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bon, mais moi, ça tombe bien. Donc, au niveau de la sortie de Ontorel Alpha, donc, tu nous as dit que ça ressortait un certain nombre de choses, donc le script notamment pour créer la base de données, Oui. Une ontologie normalisée, donc un peu corrigée si je comprends bien, et aussi des avertissements. Oui. Alors, j'ai une question. Tu parlais notamment des erreurs, là, des scripts de traitement qui étaient utilisés précédemment, qui introduisaient parfois des erreurs. Alors, ma question est de savoir, est-ce que ce modèle ontologique relationnel là, qui ressort des avertissements, est-ce que ça sert aussi à corriger au moment du peuplement de la base de données? Est-ce que ça peut permettre de corriger justement les entrées qui seraient erronées ou envoyer des enregistrements au moment des avertissements au moment du peuplement de la base de données? Okay. Actuellement, en fait, c'est pas des erreurs, c'est vraiment des avertissements. C'est plutôt des avertissements au niveau conceptuel.
Dans une ontologie, on peut avoir on peut avoir des redondances entre les actions, on peut avoir que, attention, cette classe, vous avez oublié de lui donner une définition quelconque, ou cette classe n'a pas de parents, ou donc c'est des avertissements qui vont servir au concepteur de l'ontologie de corriger sa conception initiale. Donc c'est des avertissements. Actuellement, c'est vraiment textuel. Donc l'ontologiste ou la personne qui a construit l'ontologie peut lire ces avertissements puis vérifier que ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre un parent pour cette classe, il faut l'ajouter. Ou on peut avoir aussi, comme c'est des graphes, à la fin, on peut avoir ce qu'on appelle des classes orphelines. Je ne l'ai pas présenté ici. Ça veut dire des classes qui flottent tout seules. Il n'y a aucun axiome relié, aucun lien entre les classes. Donc ça existe, je l'ai modélisé, j'ai créé la classe, mais elle est reliée à rien. Donc j'aimerais le savoir. Parce que dans ma base de données, à la fin, c'est sûr qu'elle va être reliée à rien non plus. Donc je reste ici et quand je vais arriver aux données, il doit y avoir des données dans cette table, mais je ne pourrais pas vraiment l'atteindre ou conceptuellement, je ne peux pas la connecter avec d'autres données parce qu'il n'y a aucun lien. Il y a aussi tout l'aspect annotation. C'est intéressant de s'assurer que mon ontologie est bien documentée. Donc on dit attention ici, vous n'avez pas défini d'une façon textuelle votre classe. C'est des avertissements pour aider à la conception. D'accord. Donc, essentiellement, oui, ça concerne la conception. Donc, ça ne concerne pas l'ajout de données dans la base de données. Parce qu'au départ, tu nous avais dit les modèles ontologiques, ça permet plus de puissance en termes de représentation, comme par exemple des attributs avec des contraintes entre deux entités. Là. Oui. À quel niveau ça, alors qu'on va pouvoir le vérifier? Et pour les contraintes, ça va être vraiment au niveau de l'ontologie. On a ce qu'on appelle des vérificateurs. Là, on ne le voit pas ici. On peut lancer ce qu'on appelle un raisonneur, un reasoner, qui va permettre de valider la consistance des algorithmes, en fait, des actions qui sont définies. Parfois, on peut créer des actions qui sont contradictoires. Donc, ce raisonneur va nous sortir la liste des erreurs logiques dans mon ontologie. Donc, normalement, quand je récupère une ontologie, l'hypothèse de base, c'est que la personne qui a créé l'ontologie, il a quand même testé avec plusieurs raisonneurs la consistance et l'exactitude de l'ontologie. Donc, dans Ontorella, je ne revérifie pas encore une fois au niveau ontologique que l'ontologie est cohérente. C'est ça. Je comprends. Merci beaucoup pour tes réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a encore quelques minutes pour ceux qui auraient des questions pour Christina. Bon, alors pas de questions supplémentaires. On va te remercier à nouveau, Christina, pour cette présentation. Merci à vous. Très claire. Merci à tout le monde. Et puis, le prochain club informatique sera le 28 octobre. Donc, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.